Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous vous ce programme Horizon Soir spécial présidentiel, ce programme qui donne la parole aux hommes politiques majeurs au Cameroun. Aujourd'hui, on ne fera pas l'exception. On recevra sur ce plateau, un homme politique de premier rang, un homme politique qui est un passif, qui parle pour lui, un homme politique qui n'a pas sa langue dans la poche. On aura un débat pendant 90 minutes à cœur ouvert. On va tous se dire ici, véritablement, ce soir, cet homme politique est né le 1er mars 1961 du côté de Konsamba, dans le Mongo, notamment à Barré. Cet homme politique fait partie d'un groupe de jeunes panafricains qui a créé un club d'études et de réflexion sur la culture africaine, CERTA, à l'université de Yaoundé en 1979, aux côtés des personnalités comme Joseph Achille Mbembe. Cet homme politique a créé Interla, une entreprise de services d'information à Douala qui propose des solutions B2B aux entreprises locales et institutionnelles. Il est également connu pour avoir proposé le premier ordinateur tropicalisé d'Afrique. Sur le plan politique, l'invité de ce soir a créé le parti panafricanisme PER2 en 1996, proche de l'UPC et des fidèles qui a donné la naissance du CAP Liberté. Il est également le fondateur du mouvement pour la démocratie et l'indépendance, MDI, dont le siège était à Bonamoussadi, à Bonabéry. À Bonabéry, on va le dire comme ça. Sur la scène politique camerounaise, illustré comme un farouche opposant au régime de Yaoundé, un opposant très actif durant les années de Brest, on va dire 90, militant aux côtés des figures comme Anissé Ekane, Yondo Black. Il a déposé plusieurs plaintes contre le président Biya, notamment en Belgique, ce qui lui a valu d'être arrêté, interrogé par la police camerounaise. L'invité de ce soir a été en exil au Burkina Faso. Il a été le point de chute de beaucoup d'étudiants du Parlement exilés dans ce pays-là. L'invité majeur de ce soir a été candidat à l'élection présidentielle en 92 au Cameroun. L'invité de ce soir insiste sur l'importance de l'éducation politique pour les Camerounais, affirmant que la politique est une science qui nécessite une intelligence et une compréhension des intérêts du jeu. Enfin, l'invité de ce soir, il plaide pour une rupture stratégique avec le Grand Nord, suggérant qu'une alliance entre le Grand Nord et une alliance entre le Grand Nord et entre le Grand Ouest et le Grand Nord, autant pour moi, pourrait être la clé pour vaincre RDPC à l'élection présidentielle. L'invité de ce jour est membre du groupe de Douala. L'invité que nous recevons ce soir, c'est le président Njekam Tchameni. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Vika. Bienvenue sur le plateau d'émission aux Soir présidentiel. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Président, on vient de lire là un passif élogieux, un passif politique qui parle pour vous. Lorsqu'on parlait de l'émission, beaucoup nous ont dit on connaît Njekam Tchameni, on connaît son histoire, un informaticien émérite, un politicien émérite. Mais on a l'impression qu'à un moment, la flamme s'est éteinte, il a un tout petit peu disparu dans l'année politique et informatique au Cameroun, notamment professionnel. Que s'est-il passé? Est-ce que la flamme a disparu? Pourquoi les Camerounais ont eu l'impression que vous les avez du moins lâchés? C'est ce que beaucoup m'ont dit. Le président nous a lâchés. C'est une perception qui est fondée sur le fait que, après l'élection présidentielle de 2004, nous décidons en tant que parti politique de ne pas participer à ce que nous appelions la liberté de bavardage. La liberté de bavardage est quelque chose que ce régime a mis en place en lieu et place de la liberté d'expression. Ceci consiste à permettre aux acteurs politiques d'être extrêmement fréquents sur les plateaux de télévision, dans la radio, dans les journaux,
mais dans le même temps de les empêcher d'opérer sur le terrain. Et la conséquence de la liberté de bavardage, c'est que les acteurs politiques à la longue, qui en font usage, qui en usent et en abusent, finissent par être perçus par la population comme des sortes de comédiens que l'on voit tous les jours. C'est-à-dire le dimanche, on va les voir juste pour, comme on pourrait aller à un concert de Longuet Longuet ou de Petit Pays, parce qu'ils sont devenus des amuseurs publics, quoi. Ils sont devenus comme des novellas que l'on regarde, parce qu'ils disent des choses qu'ils ne font jamais, mais ça nous permet de rêver quand même. Mais cette attitude-là, elle est dangereuse à la longue, parce que vous finissez par ne pas être pris suffisamment au sérieux. Par contre, nous n'avons pas, ce n'est pas parce que nous n'étions pas dans les journaux et à la télévision que nous avons arrêté de travailler. Non, pas du tout. Ce que nous avons fait plutôt, c'est un travail de longue haleine de détection et de formation de cadres politiques et de rassemblement des acteurs politiques autour de projets. Donc, de 2004 à maintenant, nous avons lancé le projet ABC Démocratie, qui a un site avec des cours de formation pour tous les Camerounais qui veulent se former et devenir, soit en tant que citoyens, des meilleurs citoyens, je dirais, dans le sens qu'ils comprennent les enjeux, ou alors ceux qui veulent, des jeunes qui veulent devenir des futurs acteurs politiques ou acteurs sociaux, peuvent également aller sur ce site-là, prendre des cours de formation qui les aidera à créer soit leur parti politique, soit leur association de la société civile et devenir donc des acteurs plutôt que des spectateurs de la vie publique. Donc ça, on l'a fait, c'est là. Bon, les gens ne l'utilisent pas autant que l'on le souhaiterait, mais ces choses-là sont là. Sur le plan de ramener les acteurs politiques ensemble depuis 2020 pratiquement, ça fait 5 ans, nous avons mis en place l'initiative cadre citoyen de concertation pour amener les acteurs politiques à se parler pour préparer 2025. Parce que les gens pensent que non, c'est tout récemment qu'on a commencé à parler. Non, ce travail-là, il a commencé il y a 5 ans dans le cadre citoyen de concertation C3. Ensuite, dans le cadre de l'Alliance pour la transition pacifique, mise en place en 2022 et qui s'est transformée en Alliance pour la transition refondatrice quelque temps après. Et aujourd'hui, je suis actif dans le cadre du groupe de Douala. Donc, vous voyez que je ne suis jamais resté, en fait, inactif. Mais je ne crois pas que la politique se passe toujours dans les médias. Il y a un temps pour ça. C'est-à-dire à la veille des échéances, on se surmédiatise. Mais en temps, il faut faire le travail du terrain et le travail de fond. Le travail de fond, vous le faites depuis votre tendre jeunesse. 79, le groupe c'est un groupe de réflexion panafricain. Alors qu'on sait que bien que les pays africains sont comme accédés à l'indépendance, au Cameroun, par exemple, c'est comme un parti unique, il y a une certaine répression des citoyens qui pensent autrement. Qu'est-ce qui motive un jeune à cette époque à se lancer dans cette route périlleuse, quasiment dangereuse, au lieu de chercher quand même un confort personnel, un confort social, suivre, comment on va dire, suivre simplement la route, suivre, comment dire, le couloir du vent. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune à mettre comme ça sa vie et sa carrière? Quand j'y réfléchis, maintenant, je crois que mon déclic politique a eu lieu quand j'avais l'âge de 9 ans. Je suis en vacances à Mbanga, et c'est à Mbanga que sont mes grands-parents du côté paternel et maternel. Donc, quand je disais j'allais au village, c'est à Mbanga que j'allais. Moi, je suis né à Baré, mais les grands-parents étaient à Mbanga. Et
et donc, pendant les vacances donc, de août 1970, je suis à Mbanga comme toutes les vacances, les grandes vacances scolaires, et Wandi est arrêté. Et donc toute la ville se déporte vers la gendarmerie de Mbanga. Et bon, moi je suis tout petit, conduit par une tante qui est un peu plus âgée et à qui je demande quand j'arrive là-bas, je demande, mais Wandi, c'est celui qui est à gauche ou celui qui est à droite? Parce qu'il y avait un monsieur qui était au milieu et autour de personnes en uniforme qui étaient tout agités pendant que le monsieur qui était au milieu était absolument calme. Alors je demande et elle me dit non, c'est pas celui, c'est ni celui qui est à droite, ni celui qui est à gauche, c'est celui qui est au milieu. Ah, je ne peux pas oublier ce monsieur. Il était grand, il était calme, ça s'agitait partout autour de lui et il ne semblait rien dire. J'ai dit, mais c'est lui, on dit il est un bandit ou un criminel, un maquisard, enfin des termes péjoratifs comme ça. Ah, il dit, c'est lui, qu'on va le tuer comme ça parce qu'il dit la vérité. Bon, donc, voilà, je crois que c'est mon premier déclic. Ben, si je tiens bien, c'était quoi cette histoire? Pourquoi on tue ceux qui disent la vérité? Et des choses comme ça. Mais je dois dire que j'ai eu la chance, quelques années plus tard, dans des années, je devais avoir 15 ans à l'époque, donc je dirais dans les années 76, 77, je tombe sur les réseaux clandestins de l'UPC. Je suis élève au lycée polyvalent de Bonabéry et je dois passer par le rond-point. Mes parents sont à Bonapriso et pour aller à Bonabéry, il fallait prendre un bus, s'arrêter au rond-point et prendre celui qui traverserait le pont. Donc, dans cette zone-là, elle était infestée par les réseaux clandestins de l'UPC 74, 75, 76. Et il y a donc un qui s'approchait de moi, pas seulement de moi, il parlait à beaucoup de jeunes enfants, on leur parlait de choses qu'on nous apprenait pas à l'école. Et j'ai été donc captivé d'abord parce qu'il a dit Wandi. Et ben, il ne disait pas seulement Wandi, il disait Oumniobe, et ensuite Moumie, Kingé, Ougli Masaga. Donc, il me sortait des noms, parler d'eux en termes extrêmement élogieux, de la contribution qu'ils avaient faite à la lutte pour l'indépendance. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas ces gens-là à l'école? C'est donc curieux, et ils nous remettaient des petites brochures, et de proche en proche, ils nous envoyaient par la suite distribuer des petits tracts, des choses comme ça. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me forge cette âme de militant qui va donc m'amener, quand j'arrive à l'université, en 1978, j'ai 17 ans, je trouve qu'à l'université, il n'y a que des associations ethniques. L'association des ressortissants de tel endroit, l'association... Bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Compte tenu de ma propre histoire, je suis né à Paris, mes parents sont tous nés à Konsamba, mon père était fonctionnaire, j'ai fait le tour du pays, Yokadouma, Batouri, Yaoundé, Tchang, etc. On était des enfants de fonctionnaires, vivions dans des camps de fonctionnaires. Donc la notion de ressortissant d'ici ou de cela n'était pas des notions qui étaient très très fréquentes dans les camps de fonctionnaires, à l'époque en tout cas. Nous savions qu'on était des jeunes Camerounais, fils de fonctionnaires, et c'est ce qu'on savait. Donc quand je me retrouve dans ce milieu où il n'y a que des associations ethniques, je me dis il faut faire quelque chose. Et c'est là que l'année d'après, je lance avec quelques amis le club d'études et de réflexion sur la culture africaine, qui était la face visible d'un autre groupe un peu plus secret, où on étudiait des œuvres marxistes. Donc il y avait une cellule marxiste clandestine au niveau de l'université à laquelle je participais, pendant que, ouvertement, j'étais également membre du CECA. C'est au sein de cette cellule-là que j'apprends que la révolution est en fait une science. C'est-à-dire que si vous voulez changer un pays, vous devez prendre le temps de vous former à toutes les techniques, d'abord à la compréhension de l'histoire, à la compréhension des enjeux, des flux et des reflux de la révolution, et des méthodes et stratégies qui peuvent le plus être à même de vous amener à changer votre pays.
C'était ça, comme ça, pour mon départ. Hein. Donc, un sentiment, je peux dire, un déclic, de voir arrêter, puis fusiller un résistant, et ensuite, la chance de tomber sur des gens qui essaient de m'expliquer ce qui est en train de se passer. Et je peux dire aussi un désir que j'ai toujours eu de défendre les faibles, les moins pourvus, etc. Je dois vous dire, j'étais un élève particulièrement brillant, disait-on. Dans tous les cas, je n'étais pas toujours parmi les premiers de la classe. Par conséquent, j'étais toujours boursier. Quand j'arrive à l'université, j'ai toujours la chambre à l'université, mais j'étais le premier, j'étais toujours parmi ceux qui se battaient pour obtenir la bourse pour tous, pour obtenir le logement pour tous, etc. Donc il y a également donc une part de, je peux dire, de vocation un peu, de défenseur des faibles que j'ai en moi et que je ne vais certainement pas étouffer. Voilà, vous avez cité un illustre nom d'un combattant camerounais, Ernest Ouandji, qui a récemment fait la polémique dans la note sociale au Cameroun, donc on estime qu'il ne mérite pas autant d'éloges. Il serait quelqu'un de négatif, il serait un criminel. D'autres estiment que c'est un héros national. C'est vrai qu'on va dire que vous êtes un révolutionnaire, peut-être dans l'espèce de partisane, mais je convoque là le citoyen qui a vécu cette époque jusqu'à aujourd'hui. Comment avez-vous vécu déjà ce regard mitigé sur l'homme Ouandji aujourd'hui et quelle est votre position de manière principielle sur la personne? Je pense qu'il est extrêmement important, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, de prendre le temps d'étudier l'histoire de leur pays. Parce que nous sommes dans une situation déplorable aujourd'hui du fait du mensonge historique qui est entretenu sur les faits passés, présents et possiblement futurs. Hein. Le Cameroun est un cas extrêmement difficile. Vous voyez, quand vous regardez les autres pays du monde, ce que vous voyez, c'est, vous allez voir Mandela, il a lutté pour la fin de l'apartheid et il est devenu président de son pays. Vous allez en Tanzanie, vous voyez Julius Nyerere qui s'est battu contre les colons anglais et il est devenu président. C'est la même chose au Kenya avec Kenyatta, etc., etc. Mais dans le cas du Cameroun, on est dans une situation extraordinaire parce que ceux qui se sont vraiment battus pour l'indépendance ont été tués et on a donné l'indépendance à ceux qui vraiment ne la réclamaient pas du tout. Donc du coup, ces personnes-là qui ont trôné donc à la tête du pays au détriment de ceux qui ont lutté contre l'indépendance, ne pouvaient pas glorifier ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Parce que le Cameroun n'a pas eu une histoire simple. La France n'a pas voulu de l'indépendance du Cameroun et a tué les indépendantistes. Oumniobé en 1958, Moumié en 1960, et la France a aidé le régime Ahidjo à tuer Ouandji en 1971. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que le parti UPC est créé en 1948. Hein. C'est un des partis les plus avant-gardistes de l'Afrique. Il est créé en 1948 et demande, d'une part, la réunification des deux Camerouns et l'indépendance. 1952, Oumniobé est aux Nations Unies en train de dire à l'Assemblée générale des Nations Unies que le Cameroun n'est pas une colonie de la France, qu'elle est sous mandat des Nations Unies et que les Nations Unies doivent venir là-bas rapidement, permettre aux Camerounais de se réunifier et d'avoir un gouvernement camerounais pour 1956. Donc si Oumniobé et ses amis, Moumié et Ouandji, avaient réussi et n'avaient pas rencontré des obstacles très très difficiles mis sur le chemin par la France et même les États-Unis, nous aurons été le premier pays d'Afrique à être indépendant. Parce que dans le plan de l'UPC, le Cameroun devait avoir son indépendance totale en 1956. Le Ghana a eu la sienne en 1957.
Bon, donc, voilà le calibre de personnes qui ont lutté comme ça. Et donc, je parle de ces trois-là, qui étaient les trois principaux dirigeants. L'un étant président, Moumié, l'autre vice-président, Wandji, et le troisième secrétaire général du parti. Dans les partis d'obédience de gauche, hein, le secrétaire général est généralement le numéro 1 du parti. Voilà, le président numéro 2 et le vice-président numéro 3. Donc ces gens se battent depuis 1948. Les deux autres sont assassinés. Donc, c'est-à-dire qu'en 1955, les Français interdisent l'UPC et la force à entrer en clandestinité. Moumié et Wandji vont en exil, donc au Ghana, au Caire, enfin, ils sont en exil en Afrique, hein, ils ne vont pas en Europe, s'installent en Afrique, et dès 1958, Oumniobé est tué. 1960, la lutte continue, hein, il continue de lutter, rien ne s'est arrêté de 1955 à 1971 au Cameroun, 15 ans de lutte armée contre la France et les alliés de la France qui ont pris le pouvoir après. Donc ce qui est important de noter ici, c'est que dès 60, Moumié est tué, Wandji est à l'extérieur du Cameroun. Il prend son courage et il revient au Cameroun en 1961 et organise une lutte armée qui dure pratiquement 10 ans. Vous ne pouvez pas dire qu'un nom comme ça est un bandit. C'est-à-dire que pour nous, qui sommes des révolutionnaires, il est le plus parfait exemple de ce que c'est que le sacrifice révolutionnaire. Parce qu'il aurait pu rester en exil, hein, ne pas courir de risques personnels et lancer des mots d'ordre à partir de l'extérieur. Il est revenu. Il a organisé une guerre avec des moyens, des petits moyens, et la France a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, et cela a pris 9 ans pour mettre la main sur lui. Et vous ne pouvez pas, un bandit, ça vous prend un peu 9 mois pour l'arrêter, parce que la population est contre lui. Mais celui qui lutte pour le peuple, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. Il a fallu 9 ans pour mettre la main sur lui. Donc ce monsieur est un grand révolutionnaire que l'on doit mettre au même titre que les Che Guevara, les Fidel Castro, les Mao et Lénine. C'est à ce niveau-là qu'on devrait le mettre. Maintenant, pendant toutes les luttes, pendant toutes les guerres, quelles qu'elles soient, il y a des exactions qui sont commises de part et d'autre. Elles sont commises par des éléments criminels qui, profitant de la confusion qui existe toujours dans un cadre de la lutte, vont poser des actes répréhensibles. Et moi, j'ai des documents qui prouvent que si vous étiez membre de l'UPC et que vous commettez une exaction et que ça arrivait au niveau de Ernest Wandji, vous étiez arrêté, jugé et exécuté. Ou soit mis en prison, soit exécuté, selon la gravité de votre faute. Donc, c'est véritablement dommage que des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas l'histoire puissent prendre des personnages de si grande qualité et les traiter comme de n'importe quoi. Je ne sais pas si ces gens le font par ignorance ou s'ils le font de mauvaise foi. Mais ce qui est certain, c'est que les faits historiques sont là. Ils ressortent d'ailleurs. La France aujourd'hui reconnaît ces crimes au Cameroun. Et j'invite donc les gens, ces gens-là, à aller lire l'ouvrage. Il y a un ouvrage qui s'appelle Cameroun avec K, K-A-M-E-R-U-N, de 700 pages, qui va leur donner des faits précis sur cette période de la guerre révolutionnaire au Cameroun. Voilà, je vous propose qu'on fasse un tour rapide dans votre cursus professionnel, parce que beaucoup de Camerounais qui ont vécu ce cursus à l'époque disent qu'ils sont nostalgiques de l'époque des tercellards. De Intellar. Okay. Voilà, vous êtes, alors que les ordinateurs sont encore embryonnaires, quasiment inexistants en Afrique et au Cameroun, oui. vous engouffrez dans une brèche avant-gardiste. Vous créez Intellar, une entreprise qui fait de l'informaticienne, qui fait dans le B2B, et vous créez au premier ordinateur
africains ou camerounais. Aujourd'hui, vous devrez être, disons, d'après eux, à la dimension des Bill Gates et j'en passe. C'est quoi l'histoire d'Intella? Okay. Pourquoi aujourd'hui, elle n'a pas touché les cibles, comme on voit les projets des Occidentaux qui aujourd'hui ont pignon sur eux au Cameroun. Donc on avait un Camerounais qui, en 98 déjà, avait mis sur pied tout ce corpus. Et voilà. Donc, du point de vue, pendant que j'ai toujours mené mes activités, je peux dire, révolutionnaires, pour les appeler comme ça. Mais sur le plan personnel, j'avais une carrière. J'ai fait d'excellentes études. Je suis passé par l'université de Yaoundé ici, je suis sorti major de promotion. Je suis ensuite allé faire mon 3e cycle aux États-Unis et je reviens en 1985. Donc, 1985, je suis recruté par une société américaine de pétrole, Pecten, qui me donne un salaire de 690 000 à l'époque pour la période d'essai. Et si j'étais retenu, ça passait à 800, 900 000, une affaire comme ça. Donc un excellent salaire, quoi. Hein. Mais à la surprise de tous, je démissionne après 40 jours. Pour 2 raisons. La première, c'est que ma position dans la société me permet de voir comment cette société vole en fait le Cameroun. Et la deuxième, c'est que j'avais en moi une fibre d'entrepreneur qui est un bureau de 9h à 17h ne convenait pas à ma personnalité. Donc quand je quitte Pecten, après 40 jours, hein, j'avais déjà esquissé la création de ma société que j'appelle l'intelligence artificielle Inc. Donc déjà même le nom de la société montre jusqu'à quel point nous étions en avance en fait sur le temps. Cette société-là devait être ce que j'appelais un brain trust de compétences africaines pour montrer ce que les Africains peuvent faire par eux-mêmes sans dépendre de l'intelligence de quelqu'un d'autre. Et nous avons choisi j'ai rassemblé donc un groupe d'amis. Un était professeur de mathématiques à Polytechnique, l'autre était cadre à la SNH, enfin bref, il y a mon frère aîné qui avait fait des études à Marseille d'intelligence artificielle justement, et etc. Donc je regroupe autour de moi comme ça des cervelles et on dit écoutez, nous mais nous sommes allés à l'école chez ces gens-là, on a vu qu'ils ne sont pas plus malins que nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire, utiliser notre intelligence ici pour faire pour nous-mêmes ce que nous devons. Et après discussion, nous avons décidé que nous allions nous investir dans le secteur qui était le plus de pointe. Le plus de pointe à l'époque, pour l'époque, et c'était donc l'informatique. Et nous avons dit, on pouvait faire des logiciels d'informatique, mais nous avons dit, nous allons frapper le grand coup. Nous allons fabriquer un ordinateur ici au Cameroun. Et j'étais revenu des États-Unis avec 2 ordinateurs, et ces ordinateurs avaient peiné à fonctionner au Cameroun du fait de la poussière, de l'humidité et de la chaleur, et exigeaient donc, comme la plupart des ordinateurs à l'époque, une salle climatisée. Alors nous nous sommes dit, on va attaquer le problème par là. Qu'est-ce que c'est que cette machine qui n'est pas adaptée à notre environnement? Nous pouvons faire une machine qui fonctionne chez nous, quoi. Voilà. Et donc nous nous sommes mis à réfléchir ensemble et on a donc conçu cette machine-là, parce que c'est très important de comprendre que nous ne nous contentons pas de monter la machine de quelqu'un d'autre. C'était notre machine, on l'a conçue. Nous sommes allés à Taïwan, faire les pièces, ou acheter des pièces existantes qui étaient déjà sur le marché, et on les a ramenées au Cameroun et on les a assemblées, faisant ainsi donc le premier ordinateur camerounais qui nous avons donné le nom de Ramsès, en hommage au pharaon noir de l'Égypte ancienne.
Et je dois vous dire que ce projet a marqué notre génération, en effet, parce que on a passé le message qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Si on peut faire des ordinateurs, ce n'est pas les voitures ou les avions qu'on ne peut pas faire, quoi, en fait. Donc ce projet était donc un projet excellent, qui d'ailleurs a reçu le soutien d'un organisme financier national, le FOGAP, qui était un très très bon projet de financement à l'époque pour les startups. Et voilà, le projet a pris un envol. Du coup, on était sollicité partout en Afrique. D'ailleurs, c'est à cette occasion que je vais au Burkina Faso voir le président Thomas Sankara, qui dit non, lui veut sa propre usine. Il ne veut même pas ce qu'on a fabriqué au Cameroun, il veut sa propre usine au Burkina Faso. Et nous avons signé à l'époque avec le Burkina Faso une convention pour ouvrir une usine de fabrication d'ordinateurs là-bas, dans laquelle le gouvernement aurait 40% et nous 60%, et Intela 60%. Donc, projet extraordinaire. Et j'avais 25 ans, 26 ans à l'époque. Seulement, quelque chose se passe. Quand je vais au Burkina, de retour d'un de mes voyages au Burkina en 1988, je suis arrêté par la sécurité militaire et voilà, on me met en prison. Je fais pratiquement toutes les prisons. Je fais 9 mois à la sécurité militaire, 8 mois à la BMM, chez Fouchivé, et ensuite on me traduit devant un tribunal militaire qui me condamne à 3 ans d'emprisonnement ferme. Et vous reprochez quoi? Il disait que je suis allé au Burkina Faso non pas pour vendre des ordinateurs, mais pour entrer de connivence avec Thomas Sankara et Blaise et un ancien putschiste, Guérandi, qui se trouvait au Burkina Faso. J'étais là-bas pour préparer un coup d'État pour renverser le régime de Biya. Donc en 1988, à l'âge de 27 ans, ils m'arrêtent, ils me mettent en prison. La société naturellement entre en difficulté, puisque son promoteur principal est en prison. Je leur supplie même, je leur dis, écoutez, laissez-moi au moins traiter les dossiers. Parce que vous m'arrêtez, vous ne m'avez pas encore condamné. Laissez-moi au moins recevoir les dossiers, je les traite, je ne sors pas, mais je traite les dossiers. Ils ont dit rien de tout, ils n'en ont rien à cirer. Et c'est comme ça que je ressors de prison en 90, je retrouve une société qui est comateuse. Hein. Elle est comateuse. J'essaie de lui redonner la vie. Donc 90, 91. Mais naturellement, parallèlement à mes activités économiques, j'ai créé Cap Liberté. Cap Liberté est au cœur des villes mortes. Cap Liberté est dissoute et il y a une manifestation qui a lieu à Douala le 4 août 1991. Elle est interdite dans la rue. Bon, nous comprenons que, bon, d'accord, ils ne veulent pas qu'on soit dans la rue. On peut aller dans un lieu privé, dans une enseigne privée et continuer notre réunion. À ça, on n'avait pas su jusqu'à quel point ce régime pouvait être cynique. Ils sont venus nous trouver là-bas. On a été attaqué de toutes parts et d'autre par des militaires, des hélicoptères qui passaient à travers la barrière pour nous envoyer des gaz lacrymogènes. Ils ont arrêté environ 700 personnes ce jour-là au siège de Cap Liberté qui était attenant au siège de la société Intela. Et voilà. Et ils sont revenus le lendemain, ils ont tout cassé. Voilà. Bon, donc, quand j'ai vu un tel degré de violence, je suis entré en clandestinité. En août-septembre 91, je suis en clandestinité toujours à l'intérieur du Cameroun. Je fais prendre une chambre à l'hôtel Arcade. Parce que quand vous êtes en clandestinité, il y a une technique qui consiste à donner l'impression à ceux qui vous pourchassent que vous êtes à un endroit pendant que vous êtes à l'autre. Et c'est ainsi que 2 agents du gouvernement viennent mettre le feu dans les chambres de part et d'autre de celles où j'étais censé me trouver.
Et ils sont arrêtés par la sécurité de l'hôtel. Ça fait un tel brouhaha et je comprends que ma vie, elle est sérieusement en danger. C'est à ce moment-là que je quitte donc le pays. Donc vers septembre, octobre 1991 et je vais en exil au Burkina Faso. Vous êtes en exil, mais vous jouez un rôle prépondérant dans l'Union pour le changement. Oui, absolument. Oui, absolument. Je reste le président. Qui révèle Fundi aux populations. Oui, Comment oui. faites-vous donc pour jouer ce rôle alors que vous n'êtes pas au Cameroun? Non, mais écoutez, j'étais au Burkina Faso et j'étais sous la houlette d'un président de la République. Vous comprenez, donc j'avais le téléphone, j'avais le moyen de faire venir les gens à repartir sans même qu'on tamponne leur passeport. Donc j'étais en contact avec tout ce qui se passait, ça je peux vous le garantir. Et donc le Cap Liberté a joué un rôle fondamental dans la constitution de l'AC-CNS. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire, je vais la raconter brièvement. Oui. En 90, nous créons la coordination des partis politiques d'opposition et associations qui regroupe pratiquement tout le monde. Tout le monde y était. Je veux dire, les Belot, les Eboa, tous les anciens ministres de Biya, là, Ndamjoya, etc., etc. Tous ils étaient là, y compris les UPCistes nouvellement rentrés au pays, les Bakit, les Ndo Michel, les Anissé Kané, eux qui étaient rentrés un peu plus tôt, les Henriette Ekwe, tout ce monde-là. On était tous dans la coordination. Donc tout le monde, c'est-à-dire tout sauf le RDPC, était dans la coordination. Et nous réclamons une seule chose, une conférence nationale souveraine. Parce que nous estimons qu'il était temps pour que le pays qui allait dans des indépendances, dans des conditions douteuses, ensuite il a fait une réunification douteuse en 61, une unification en 72 dans des conditions pas claires, qui avait tué beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans des conditions que personne ne comprend. Des gens sont morts, leurs corps sont à l'étranger. C'est-à-dire les moumiers sont morts, leurs corps à l'étranger. L'abbé King sont morts, leurs corps à l'étranger. Oumniobé a été tué dans des circonstances, personne ne comprend. Enfin bref, on estimait qu'il fallait une conférence nationale pour qu'on se parle, qu'on se réconcilie et qu'on jette une nouvelle base pour que le pays parte de nouveau vers un avenir meilleur, plus consensuel, plus inclusif. Le pouvoir résiste et ne nous donne pas la conférence nationale souveraine. Il propose plutôt la tripartite. Bon, certaines personnes, notamment les anciens collaborateurs de Biya, sautent sur l'occasion et repartent donc, vont à cette tripartite-là et finissent par aller à l'élection législative qui est organisée en mars 92. Ils vont à cette élection-là et ceux qui arrivent à avoir des voix par-ci par-là négocient ces voix-là contre des strapontins ministériels. Bon, donc ça c'était la voix essentiellement de certains anciens ministres, donc les Belot, les Kodok, de l'UPC, de l'autre branche de l'UPC proche du gouvernement, etc., etc. Bon, en temps, les mouvements plus sérieux, on dit mais non, le peuple s'est sacrifié pour la conférence nationale souveraine, il est hors de question qu'on ne leur donne pas cette conférence nationale souveraine-là. Et nous sommes donc regroupés désormais dans une autre alliance qui s'appelait l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la conférence nationale souveraine ARC-CNS en abrégé. Et donc, l'ARC-CNS dit au peuple camerounais, nous avons essayé d'obtenir la conférence nationale dans la rue, on n'a pas pu l'avoir. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de l'obtenir par les urnes. Et elle a donc construit une stratégie électorale pour gagner la présidence en octobre 1992. Alors les gens disent que c'était une erreur de ne pas aller à l'élection législative de 1992. Je leur dis c'est faux. Il était important et essentiel pour nous, en 1992, de ne pas aller à cette élection-là, parce que cette élection avait pour but
de favoriser l'entrisme, si vous voulez. C'est-à-dire que ceux qui partaient là finissaient par entrer dans le gouvernement de Biya. Or, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait la conférence nationale souveraine. Et il était important qu'on puisse se distinguer aux yeux du peuple de ceux qui voulaient faire l'entrisme. C'est pour ça qu'on n'est pas parti à l'élection. Et ce n'était pas une erreur, c'était extrêmement bien pensé. Et ça n'a rien à voir avec, par exemple, le boycott du MRC de 2020, qui, de mon point de vue, était une erreur grave. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 1992, il n'était pas nécessaire d'avoir un député ou un élu pour aller à la présidentielle. Donc, boycotter cette histoire ne changeait rien à notre sort. Au contraire, ça a amené le peuple à comprendre que non, ces gens-là, ils veulent vraiment donner la conférence nationale souveraine et l'Assemblée nationale ne peut pas vous donner la conférence nationale souveraine. Seul le président de la République, en l'état de la Constitution, en ce jour-là, pouvait le faire. Donc, il était logique donc, que nous allions pour la présidence. Et nous l'avons fait. C'est-à-dire que l'AC-CNS a commencé à travailler sur un programme commun de transition politique qui a regroupé une grosse alliance électorale autour d'elle qu'on appelait l'Union pour le changement. Et elle avait un programme qui reste d'actualité. C'était un programme qui disait la chose suivante. Dès que notre candidat consensuel, là, il va gagner, son premier acte, c'est ça d'appeler la conférence nationale souveraine. Permettre à la population de se parler, de se réconcilier et de faire un cahier de charges pour le gouvernement d'union nationale de transition qui aura pour but donc de mettre en œuvre le cahier de charges de la conférence nationale souveraine et on pourra repartir donc aux élections dans 2 ou 3 ans. C'est sur cette base-là qu'on a pu mobiliser et la population. Pourquoi la population s'est mobilisée? Parce qu'elle voulait avoir l'opportunité de parler, de contribuer. Le peuple camerounais n'a jamais pu véritablement parler. À chaque fois, on vous impose un président, on vous impose un deuxième président, on vous impose des constitutions, des affaires comme ça. On n'a jamais, le peuple camerounais ne s'est jamais assis en une constituante pour dire voici comment est-ce que nous on souhaite vivre. Donc les Camerounais sont intéressés par ça jusqu'à maintenant. Les Camerounais veulent pouvoir parler, dire qu'on leur donne la parole. Ils veulent également qu'on leur donne le vrai pouvoir de choisir les dirigeants par des élections libres et justes. Donc ça, c'est 2 demandes populaires fondamentales. On leur a promis ça. Et maintenant, pour les acteurs politiques, le fait de faire qu'il y ait une transition de courte durée permettait à chacun de pouvoir surseoir sur ses ambitions personnelles en se disant « Oh, cette affaire, ça va durer juste 2 ou 3 ans. D'ailleurs, ça va me permettre, moi, de mieux me préparer pour partir à l'élection présidentielle à 2 tours qui aura lieu dans 2 ou 3 ans. » Et donc, c'est sur la base de ce programme-là qui a été fortement soutenu par les associations de la société civile, dont 2 principalement, Cap Liberté et le Parlement estudiantin. Sans ces 2 associations non partisanes, l'Union pour le changement n'aurait jamais pu avoir le succès qu'il a eu. Aucun parti politique de l'Union pour le changement, y compris le SDF, n'avait l'emprise nationale qu'avaient ces 2 associations. Le Cap Liberté avait été construit systématiquement pour couvrir l'ensemble du pays. D'ailleurs, la deuxième plus grande cellule de Cap Liberté se trouvait à Saint-Ménima. Et le Parlement estudiantin avait ceci de particulier que c'était une association d'étudiants. Donc, et il y avait une seule université à l'époque, dont les étudiants venaient de partout dans le pays. Et quand ils lançaient un mot d'ordre et qu'ils lançaient un mot d'ordre de grève ou un mot d'ordre social, etc., vous imaginez des étudiants dont chacun rentrait chez ses parents. Et c'est comme ça que les mots d'ordre donc couvraient. Ces 2 associations-là ont joué un rôle fondamental dans la construction de l'Union pour le changement. Et un parti a joué un rôle crucial. C'est l'UPC Manidem. C'était eux les stratèges. C'est eux qui regorgeaient des gens rompus à la lutte politique, qui sortaient de la clandestinité et qui arrivaient dans le pays et qui avaient l'art de penser, pas seulement pour leur chapelle, mais penser le pays,
Et ça, Mais c'est lorsque une... vous racontez l'histoire, les Camerounais sont surpris. On a toujours Danjo Camerounais au fait que c'est l'homme Fundi qui était très fort, l'homme omnipotent, omniscient, qui avait même comment dire, des pouvoirs spirituels spirituel d'arrêter voilà, les balles. qui a fait en sorte qu'il soit porté au fond baptismaux, du moins la version officielle, on dit qu'il Oui, voilà. Mais vous nous dites maintenant qu'il y avait quand même tout un arsenal autour, il y avait tout un arsenal. la musique autour de l'homme Fundi pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Le personnage de Fundi, je veux vous le dire, bon, d'abord, il est important pour les Camerounais de se rappeler que c'est faux, cette légende-là, ce n'est pas Fundi ni le SDF qui ont gagné l'élection de 1992. Aucun parti politique, ni en 92, ni aujourd'hui, ne peut seul, en tant que parti politique, gagner une élection contre le RDPC. Jamais. Ça, nous, on l'avait compris depuis 92. Certains gens peinent à le comprendre jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait quand même 33 ans. C'est les 5 élections présidentielles qu'on a eues et on n'arrive pas à gagner. Ce n'est pas possible de gagner de cette manière-là. Ce n'est pas Fundi qui l'avait fait. Ce n'est pas les SDF non plus. Le candidat Fundi avait été choisi, non pas parce qu'il était le plus brillant, ni le plus populaire, ni le plus rien. Ça, c'est des histoires dormies debout. Nous, on sait, c'est nous qui l'avons choisi. On l'a choisi même dans le cadre de l'Union pour le changement, avant même que le SDF ne le choisisse comme candidat, parce qu'au sein même du SDF, il n'était pas prévu que ce soit lui, le candidat du SDF. Pour des raisons simples, en réalité, il n'avait absolument aucune compétence pour être président de la République, ce monsieur. Il ne disait pas un mot de français, il ne lisait ni n'écrivait le français, et son anglais était plutôt approximatif. Ce n'est pas possible que cette personne ait pu être choisie parce qu'elle était la plus qualifiée. Mais je veux vous dire, parce que le président de la transition n'avait rien à faire pendant les 2 ans de transition. Il avait été choisi pour être un président de transition. C'est-à-dire qu'il a été président pendant 2 ans, 3 ans. On met n'importe quelle figure comme ça que les autres vont accepter d'autant plus facilement que personne n'a peur de lui. C'est pour ça qu'il a été choisi. Il avait été choisi parce que c'était plus facile de venir convaincre les autres candidats qui étaient vraiment des candidats de poids que, bon, laissons-le là. Là, pendant qu'il est président et qu'il inaugure les chrysanthèmes, vous avez le temps de vous préparer pour aller à l'élection qui va avoir lieu à la fin de la période de transition. C'était ça la raison fondamentale. Mais maintenant, nous avons commis une erreur grave. C'est que quoi? C'est que, comme c'était une période élective, nous avons tous contribué à fabriquer une légende autour du personnage pour amener le peuple à voter pour lui. Donc on a fabriqué ces histoires, il arrête les balles, il est le plus courageux, il est le plus ceci, enfin, bref, on a fait un culte de sa personnalité pendant la période électorale. Et c'était une erreur d'autant plus grave que finalement, M. Fundi utilisera ce culte de la personnalité, cette aura qu'on a tous mis sur lui pour se retourner contre nous et nous taper dessus. Et falsifier l'histoire, précisément, en faisant croire que c'est lui qui a gagné l'élection, que c'est son parti qui a gagné l'élection, et que si vous voulez continuer la lutte, vous devez entrer dans son parti. Vous voyez, donc c'est un acte que je qualifie d'escroquerie politique. Hein. Je le dis vraiment tout en respectant la contribution qu'il a faite. Mais si quelqu'un fait des bonnes choses, il faut le reconnaître, mais quand il a commis des erreurs extrêmement graves, comme celle qu'il a commise là, il faut également le dire pour que les enfants connaissent et que l'on ne répète pas la même erreur. L'erreur de fabriquer le culte de la personnalité, créer une sorte de messianisme, faire croire aux gens qu'il y a un individu qui peut venir sauver le Cameroun, ça n'existe pas. C'est des fables pour des enfants vraiment de l'école primaire. En politique, il faut constituer des alliances fortes, trouver certes des individus de qualité et que l'on traite avec le prestige qu'ils méritent. Mais il ne faut pas faire le culte de la personnalité parce que le culte de la personnalité a ceci de dangereux. D'abord, que ça réduit l'intelligence de votre groupe. Quand vous commencez à faire le culte de la personnalité de quelqu'un, vous limitez l'intelligence de tout le groupe à l'intelligence de cette personne-là. Et c'est la pire des erreurs que vous pouvez faire quand vous travaillez en groupe. Parce que, et moi je vous ai dit, j'étais toujours parmi les premiers de la classe. Hein, mais je sais
une chose, c'est que quand je travaillais en équipe avec les autres, même les deuxièmes, les troisièmes, et même peut-être le dernier, on comprenait mieux ce qu'on traitait, parce que le dernier va poser une question bête qui va te permettre de comprendre que tu n'as pas bien compris complètement le sujet que tu crois avoir compris. Vous êtes donc resté cohérent depuis 1992. Vous avez porté Fundjo Fonds Baptismaux. Aujourd'hui encore, vous êtes dans l'organisation qu'on appelle le groupe de Douala, Oui. qui travaille toujours sur l'opposition. Dans la même logique. Dans la même logique politique, à fédérer les candidats de l'opposition autour du candidature consensuelle. Exactement. Comme celle de Fundi en 92. Comment ça se passe, vos différentes démarches Bon, voilà. Donc je voulais déjà dire que c'est très très important ce que vous êtes en train de dire là qu'en 92, je veux donc finir rapidement vers 92. Qu'est-ce qu'on a bien fait en 92? Ce qu'on a bien fait en 92, c'était de comprendre qu'il fallait mobiliser la population autour d'un certain mot d'ordre, d'abord, et une fois que ce mot d'ordre est accepté et adoubé par la population, trouver un candidat consensuel pour une période limitée, pour faire les réformes que le peuple désire. Ça, c'est ce qui a été très très bien fait. Ce qui a été mal fait, c'est le culte de la personnalité et l'incapacité d'entrevoir au-delà de l'élection présidentielle ce qu'il y avait à faire. Bon, donc du coup, on n'avait pas fait des accords précis pour l'après-présidentielle en réfléchissant sur plan A, on gagne, plan B, on ne gagne pas, on fait quoi? On n'avait pas réfléchi là-dessus. Bon, donc aujourd'hui, ça nous a fait entrer donc à partir de 1993 dans une phase où, à cause de l'escroquerie politique, là précisément, personne n'a plus jamais voulu travailler avec les autres. Les gens allaient seuls aux élections et on a vu ce que ça a donné. Je commence par le SDF lui-même. Ils sont allés aux élections. Quand Fundi est allé à l'élection seul, avec le SDF tout seul, il a eu 17%, ensuite il a eu 11%. Donc cela veut dire clairement que les 36 ou 39% qu'il a eu en 92 n'avaient rien à voir avec sa force politique. Et tous les autres candidats, personne n'a jamais eu plus de 20%, plus de 19%, jamais. Personne n'a atteint 20% allant à l'élection seul. Bon, donc, aujourd'hui, quand nous revenons sur la scène, ceux comme nous qui avons de l'expérience, nous nous appuyons sur l'histoire pour proposer quelque chose, c'est-à-dire corriger, prendre ce qui est bon, qu'on a bien fait, voir les erreurs que l'on a faites, les corriger pour enfin, possiblement en 2025, avoir une victoire sur ce régime qui est quand même un régime qui est bien ancré, extrêmement fort, qui est là depuis 43 ans. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? C'est essayer d'éviter le messianisme. On ne va plus faire la promotion d'un individu, mais faire la promotion d'un programme commun. On ne va pas présenter, bon, par la loi, on ne peut présenter qu'un candidat, mais ce candidat-là se présentera comme le candidat d'une équipe. C'est-à-dire que même sur les affichettes, là, et vous avez jamais commencé à voir ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez des affichettes où il y a un candidat qui est devant et les autres sont autour de lui. Non, pas derrière lui. Le mot derrière, là, personne ne va plus jamais accepter ça. Avec ce que Geoffrey nous a fait, personne ne va être derrière personne. On va être autour de quelqu'un, pas derrière lui. Parce qu'après la présidentielle, il y a la vie politique qui continue. Et donc, nous sommes tous d'accord que dans le cadre du système de M. Biya, personne ne connaît véritablement la force des uns des autres. Vous ne pouvez pas dire quelle est la force du MSC par rapport à la force du MDI. Vous ne pouvez pas dire que parce que l'UMS a 2 députés, qu'il est plus fort que le MSC qui a 0 député. C'est très très compliqué dans un contexte comme celui-ci. Allons en période de transition, n'est-ce pas? Créons des conditions pour laisser librement les gens évoluer et on fait les élections. Après la transition, on verra à ce moment-là la force des uns et des autres. Vous comprenez? Donc, les gens vont aller en équipe autour d'un candidat consensuel et on va y aller aussi toujours pour une période de transition au cours de laquelle on va faire des réformes de refondation du Cameroun pendant une période courte et à l'issue de laquelle celui qui aura été choisi comme candidat consensuel sera un président, mais un président
un mandat. C'est-à-dire qu'il ne va pas participer à l'élection présidentielle que lui-même, il va organiser. Donc, vous voyez que c'est dans cette direction-là que le groupe de Douala est en train d'aller, en fait, et que même le C3 et même l'ATR, notamment, voulaient aller. C'est-à-dire, le peuple camerounais a besoin, à l'heure actuelle, d'une période de transition qui va commencer d'abord par lui donner la parole, par des assises nationales qui vont commencer à partir des quartiers. C'est-à-dire qu'un quartier s'assoit, il réfléchit sur quelque chose, envoie des délégués, une assise de la commune. La commune s'assoit, envoie des délégués au niveau départemental. Le département s'assoit, envoie des délégués au niveau régional. La région s'assoit maintenant, envoie des délégués au niveau national. Vous comprenez? Donc ça, ces assises nationales, ce n'est pas le faux grand dialogue organisé par le RDPC où Biya et ses affidés se mettent là et choisissent qui ils veulent, comme ils veulent, pour aller dire ce qu'ils veulent. Non, ça va partir de la base. Le peuple aura l'occasion de parler. Et le peuple aura l'occasion, pendant la période de transition, on va organiser des référendums. Aucune mesure ne sera prise sans être soumise à référendum. Pas des grandes réformes, hein, comme la Constitution, le Code, des affaires comme ça. Tout ce qui est fondamental sera soumis à référendum. Et ensuite, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, on espère, on organisera des élections libres et justes parce qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a, je dis bien, jamais eu d'élections libres et justes ici. Les Français nous ont habitués avec ça. Aïdjo n'a jamais été élu. Hein? Jamais. Il n'a pas été élu au suffrage universel comme président de la République. Jamais. Monsieur Biya, même chose. Ce sont des gens qui deviennent présidents d'abord et quand ils sont assis maintenant comme président, ils organisent des élections truquées pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Hein? Là, c'est pour ça que nous voulons entrer dans une période de transition à l'issue de laquelle le président là, qui est président de transition, ne participe pas à l'élection. Il organise des élections libres et justes et il laisse que le peuple choisisse qui est le prochain président. On a compris un peu la vision poursuivie par le groupe de Douala aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas, ou ce serait pas un vœu pieux lorsqu'on se rend quand même compte que dans nos politiques, corpus politique, les hommes, les opposants dits d'opposition, ont quand même un certain comportement, on le dit comme ça, nombriliste. On a l'impression que tout le monde veut se hisser au sommet et que les autres soient pas autour d'eux, mais véritablement derrière eux. Est-ce que lorsque vous les approchez de façon individuelle, vous avez l'impression, vous pouvez dire aux Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, qu'on peut avoir l'espoir que 12 octobre prochain, on aura un candidat face au président Biya, ou vous pensez aussi qu'à la réalité, c'est peine perdue? Bien, je veux m'adresser aux Camerounais et leur dire ceci. Cette élection, c'est votre élection. Il y a 8 millions d'inscrits sur les listes. Si vous sortez massivement et vous votez, ce régime va tomber. Ça, c'est clair, quelles que soient les turpitudes des partis politiques. Rappelez-vous que c'est vous qui avez le vote et vous devez sortir. Je vais vous dire également une autre chose. C'est que si en 2011 et en 2018, M. Biya gagne, c'est parce que les Camerounais se sont abstenus de voter. En 2018, pour vous donner les chiffres, 3 300 000 Camerounais inscrits sur les listes ne sont pas allés voter. Et Biya a gagné avec 2,5 millions. Donc je ne sais pas, j'espère que chacun m'écoute bien. Sortez et même votez pour celui que vous voulez d'abord. Je souhaiterais que vous votiez pour le candidat consensuel, qu'on ne vous a pas encore donné. On espère être capable de vous le donner, mais si on n'arrive même pas à vous le donner, sortez, votez pour qui vous voulez, et je vous garantis, M. Biya va tomber pour 2 raisons. La première, ce que j'ai donné là, c'était l'abstention qui a gagné les 2 dernières élections depuis 2011 et 2018. Donc si elle sort, elle va gagner. La deuxième est que l'alliance de M. Biya avec le Nord est cassée, avec les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 provinces septentrionales est cassée. Ça donne une opportunité extraordinaire aujourd'hui pour battre le RDPC. Donc,
il faut sortir et voter, ça c'est le premier message. Maintenant, je veux vous expliquer ce que nous faisons pour rendre encore cette victoire encore plus facile et plus probable. Allez-y. C'est que nous avons analysé les chiffres des élections, les inscriptions et le taux d'inscription dans les différentes régions du pays. Et nous sommes arrivés à la conclusion que pour gagner cette élection, il suffit de gagner dans les 5 régions que je vais vous citer. Le littoral, l'ouest, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas le vote et qu'il n'y a pas des opposants dans les autres régions du pays. Il y en a. Même dans le sud, là, il y a plein d'opposants. Donc ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire, en stratégie électorale, vous devez fixer des objectifs simples et que vous essayez d'atteindre en vous disant, si je gagne ça déjà, les autres vont venir seulement m'aider à faire un raz-de-marée. Par exemple, la région du centre est une zone extrêmement contestée, où le RDPC n'est pas sûr de gagner, ou même s'ils gagnent, ils ne gagneront pas avec un très gros score. Bon, donc, ayant compris cela, nous devons faire une alliance dont le noyau nous donne une chance de gagner cela. Donc on n'est plus dans des théories, hein. Maintenant c'est la technique électorale. Et en matière de technique électorale... Une alliance avec les ressortissants de toutes ces régions, ça que vous appelez... Non, avec les partis politiques. Avec les partis politiques qui ont pignon sur rue dans ces régions. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas... Mon propos n'est pas ethniciste. Si un parti... Nous allons regarder objectivement les résultats des élections passées. Quels sont les partis politiques qui montrent qu'ils ont une implantation à tel endroit ou à tel autre endroit, et historiquement, et ça c'est faisable, et on l'a fait. Et je peux vous donner rapidement les noms parce que c'est d'une simplicité extraordinaire. 3 partis politiques, sur la base des chiffres des élections, s'ils se mettent en alliance, le RDPC est battu. C'est l'UNDP, le FSNC, l'UNDP de Belobouba, le FSNC de Issa Chiruma et le MRC de Kamto. Bon, comme il est dans le Manidem, j'ajoute le Manidem dedans pour faire 4. Ces partis-là, le MRC en 2018 a gagné le littoral de façon irréversible et indiscutable. À l'ouest, il était, c'est-à-dire qu'en ballottage, peut-être un peu défavorable, mais qui pourrait facilement tourner en ballottage favorable. Dans l'Adamawa, l'UNDP bat le RDPC tous les jours que Dieu a créé. Bon, comme ils vont par l'élection présidentielle, on ne peut se servir que des résultats des élections municipales et des législatives. Ils ont la région de l'Adamawa. Bon, c'est une région qui, en termes de poids électoral, n'est pas beaucoup, mais eh bien, vous allez voir que c'est des partis, lui et les FSNC sont très très bien implantés dans le nord et dans l'extrême nord. La chose qui est là et qui est extrêmement importante à comprendre aujourd'hui également, c'est que les populations en ont marre. C'est-à-dire que 27 ans ou 28 ans que ces deux anciens ministres là ont collaboré avec le régime, n'a rien apporté aux populations, et les populations les ont sommés. C'est leur base qui leur a dit, vous quittez le RDPC, vous quittez votre alliance là, sinon nous on vous lâche. Et donc aujourd'hui on a une population qui est survoltée, anti-RDPC, et qui a besoin seulement qu'un candidat, qu'on leur montre quel est le candidat qui est le plus éloigné du RDPC que possible. Donc, il y a donc 3 alliances possibles, dont je disais. La première idéale, ce serait que les 3 là s'entendent et nous présentent un seul candidat. Bon, maintenant, si on n'arrive pas à avoir Bello et Chiruma, il faudrait avoir l'un des deux avec Kamto, et l'affaire pourrait toujours passer. Nous, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict récemment. 12 candidats prendront part à la ligne de départ le 12 octobre prochain, du moins s'il n'y a pas une alliance. Ils seront 12 au départ, 11 candidats d'opposition face au président Biya, alors que les Camerounais attendent des candidats sur le programme politique qu'ils doivent proposer. Il y a encore des candidats qui vont au tribunal
qui sont encore conseil constitutionnel. Je parle là de l'honorable Joshua Ouchi, qui a porté plainte au président du PUS, Matomba, parce qu'il aurait levé le point sur son affiche et il estime que le point levé serait la chasse gardée du RDPC. Il était débouté jeudi, hier, mais les Camerounais se demandent est-ce qu'il y avait urgence à aller dans ce sens-là alors que les enjeux sont ailleurs. Comment vous, du point de vue des lieux de position, avez-vous perçu ou percevez encore ce style de manœuvre aujourd'hui alors que nous sommes en plein dans la présidentielle? Bon, je voudrais dire deux choses rapides. Avant, je ne veux pas éviter votre question, mais une des premières choses qui est extrêmement importante, c'est de comprendre qu'à l'heure actuelle, le seul programme qui est véritablement sérieux et qui est sur le marché, c'est le programme de transition. Tous les autres programmes là sont des assemblages de vœux pieux. On va faire ceci et on va donner on va vous construire des écoles, on va faire cela, on va avoir 1000 milliards ici, 60 000 milliards là-bas. Soit tout ça là, c'est du baratin qui ne signifie absolument rien dans le contexte du Cameroun aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a deux débats. Est-ce qu'on veut faire partir M. Biya ou pas? C'est un référendum, donc est-ce que vous estimez que M. Biya a bien travaillé ces 43 dernières années et qu'il est apte physiquement, mentalement, intellectuellement de prendre encore 7 ans? Première question. La deuxième question, est-ce que si on le remplace, est-ce qu'on doit le remplacer avec le programme d'un parti politique donné ou bien est-ce que le peuple a besoin de se donner une phase pour ne serait-ce que me faire l'audit même de 43 ans de M. Biya avant de pouvoir, sur cette base-là, lancer des solutions. Donc, toute personne qui vient devant moi et qui n'a pas un programme de transition, je ne le prends pas au sérieux et la plupart des Camerounais ne devraient pas le prendre au sérieux. Maintenant, je voulais aussi préciser que quand j'ai dit le noyau d'une coalition, ça ne veut pas dire que c'est les seules personnes qui doivent être dans la coalition. C'est-à-dire que cette coalition-là doit emporter tout le monde, la société civile, les personnalités, etc., comme on a fait avec l'Union pour le changement. Il y avait de nombreux partis politiques, de nombreuses associations, de nombreuses personnalités, même si elles ne jouaient pas toutes le même rôle ou n'avaient pas le même poids. Maintenant, j'en viens donc au petit jeu des candidats. Je voudrais également profiter pour dire ceci, que le peuple camerounais sache que sur les 11 candidats restants, on peut les diviser en 3 catégories. Des réalistes qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner seuls. Ils sont là pour de la diversion? Pas nécessairement. Je veux parler de cela en troisième catégorie. En deuxième catégorie. Donc la première catégorie, c'est des réalistes qui savent que je m'en veux à l'élection présidentielle, pas pour la gagner, mais pour me préparer pour les élections municipales et législatives. L'élection présidentielle est quand même un grand moment de visibilité pour un parti et pour un homme politique, et quelqu'un peut légitimement vouloir utiliser cette période-là pour se faire connaître mieux par ses citoyens et capitaliser là-dessus pour gagner les élections locales. Bien. Donc, à ceux-là, nous disons très très bien. Le simple fait d'être candidat à l'élection présidentielle vous a déjà donné une certaine visibilité. Maintenant, vous êtes parmi les 12 Camerounais qui sont candidats quand même sur 30 millions. Si vous êtes parmi les 12, c'est pas mal. La deuxième chose que nous leur proposons, c'est cette affichette-là. C'est-à-dire, si vous entrez dans une coalition, on ne va pas vous oublier. On va vous mettre là et vous aurez donc la visibilité que vous recherchez et vous allez participer à la campagne du candidat consensuel. Donc, avec eux, les discussions continuent et c'est juste une question de on va se désister quand est-ce qu'on ne se désiste pas. Bon, il y a le deuxième groupe qui sont des gens qui ont dit montez, vous descendez, nous on n'est même pas dans votre logique de coalition. Moi je ne veux pas citer les noms des partis ici là parce que eux-mêmes le disent et les Camerounais doivent les écouter.
Moi, ce que je souhaite, le plus grand bien que je leur souhaite, c'est qu'ils reçoivent les 1% qu'ils méritent. Parce que dans cette élection-là, quelqu'un qui dit que je veux partir seul, sait très bien que tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'émietter les voix et de permettre au RDPC de gagner. Et il y a maintenant le troisième groupe qui a des gens qui sont en négociation très très forte, qui ont accepté le principe de la coalition, le principe de la transition, et même certains ont déjà accepté le principe de la candidature du mandat unique. Il y a encore quelque chose à faire en ce qui concerne la durée de la transition. Certains pensent 3 ans, d'autres disent 18 mois. Bon, je trouve que c'est ridicule. 18 mois, vous ne pouvez rien faire ici au Cameroun, tellement la situation elle est catastrophique. Il y a 3 ans, ça commence à être un peu raisonnable. Il y a les 4 ans que vous proposez l'ATR. Il y en a qui disent, bon, peut-être on peut pousser jusqu'à 5 ans. Bon, mais je trouve que tout cela n'est pas vraiment extrêmement grave. Je crois que dire au peuple que ça peut aller de 3 à 5 ans, c'est largement suffisant pour pouvoir regrouper les gens. Donc, voilà un peu en gros les partis. Et je demande donc aux Camerounais de suivre avec attention. Parce que je vous ai donné 3 groupes. Le groupe de gens qui refusent du tout, mais ils peuvent changer aussi. S'ils voient que la population met la pression sur eux, ils peuvent changer. L'autre groupe de réalistes qui savent très bien qu'ils ne vont pas gagner, ils sont déjà même prêts. Ils ont déjà accepté le principe d'y aller. C'est juste une négociation de à quel moment ils vont annoncer leur ralliement. Donc le peuple camerounais doit, et c'est pour ça que je dis, laissez les acteurs politiques là tels qu'ils sont, prenez le peuple, vous devez prendre vous-même l'affaire là en main et mettre une pression énorme sur eux en leur disant, nous exigeons de vous que vous entrez dans la dynamique unitaire autour d'un programme de transition et porté par un candidat consensuel. Mettez la pression sur eux et ça pourra donner des résultats. Nous savons que certains d'entre eux ont des contraintes avec le gouvernement, soit ils ont fait des arrangements, choses comme ça, je compte 2 ou 3, vous allez monter, vous allez descendre, ils ne viendront jamais. Bon, mais ceux-là, ce n'est pas grave. Vous allez leur donner leur 1% et ils vont s'en contenter. Voilà. Alors qu'il n'est pas du tout candidat, alors que sa candidature a été, dans un premier temps, rejeté par ENECAM, dans un deuxième temps rejeté par le Conseil constitutionnel, il demeure une figure majeure de l'opposition camerounaise. Et d'ailleurs, vous l'incluez même dans le trio fatal qui, s'ils se réunissent, MRC, FNDC, UNDP, ils pourraient véritablement faire basculer la donne. On parle là de Maurice Kamto. On a vu, lorsque le verdict est tombé, vous avez fait des sorties, vous avez fustigé un tout petit peu cette prise de position ou ce verdict du Conseil constitutionnel, alors que beaucoup de Camerounais trouvaient que c'était juste. Qu'est-ce qui vous a fondé sur ce prisme de réflexion ou sur ce positionnement? En fait, ma position, à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, était une suite logique des positions que j'ai prises 2 ou 3 mois avant, où je reprochais au gouvernement de vouloir empêcher certains candidats. Et ce n'était pas seulement Maurice Kamto, et Cabral Libye également était sous ce genre de pression, où tout semblait être mis en œuvre pour empêcher leur candidature. Et j'avais pris position par rapport à ça, parce que j'estime que la crédibilité d'une élection elle-même est plus ou moins liée à la possibilité que ont tous les candidats qui veulent le faire, de pouvoir se présenter, quitte à eux maintenant de faire des alliances et de se désister, puisque nous avons ici affaire à une élection à un seul tour, qui ne nous permet pas donc d'aller tous au premier tour et ensuite de faire des alliances pour le second tour. Donc j'avais déjà fustigé cela,
Et j'avais estimé que si le Conseil électoral s'était peut-être trompé et qu'il allait avoir un rectificatif au niveau du Conseil constitutionnel, et j'ai été un peu déçu du fait que le Conseil constitutionnel a donné cette image malheureuse qu'elle est aux ordres, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà cuit à l'avance, etc., et qu'ils avaient décidé. Je ne veux pas aller dans le fond, parce que je ne suis pas un juriste, mais ce que je veux dire, et qui est extrêmement important, c'est que quelle que soit la décision que le Conseil constitutionnel ait prise, ça n'a pas éliminé les supporters de Kamto. Ils sont toujours des Camerounais, ils sont toujours là, ils sont toujours inscrits sur les listes électorales. Et que M. Kamto, s'il aime son pays, peut toujours mobiliser ces personnes dans le sens du changement positif. Ce n'est pas que le président de la République qui gère un pays, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être président de la République pour impacter positivement sur son pays. Est-ce que ceux qui pensent que le boycott de 2020, la discussion sur le mandat impératif et pour finir avec un manidem problématique serait la principale cause du rejet de la candidature de Maurice Kamto? Bon, M. Maurice Kamto, comme tous les politiciens, a fait ses bonnes choses et il a fait ses erreurs. Hein. Que pensez-vous du comportement qu'il a eu durant les 4 ans qui ont précédé la présidentielle? Bon, je suis en politique depuis très très longtemps. Ça fait 45 ans pratiquement que je suis en politique camerounaise. Et je pense que et je n'ai jamais flanché, je n'ai jamais changé de bouche, etc., etc. Je pense que dans certaines de ces décisions, Maurice Kamto aurait pu mieux faire. Mais je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails maintenant parce que pour le moment, nous ne voulons pas fustiger les uns et les autres. La chose qui est certaine, c'est que bien fait ou mal fait, on en est arrivé là où on est arrivé. Et il est toujours un peu plus facile pour vous qui n'étiez pas entré dans l'acte de pouvoir juger et de dire si j'étais à sa place, j'aurais fait ceci ou cela. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que même étant un candidat recalé, il a toujours un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez que je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin pour dire ceci, qu'il ne faut pas que les gens se trompent et croient que les seuls acteurs de l'élection présidentielle, c'est ceux qui ont passé le concours d'entrée au conseil, conseil constitutionnel ou au conseil électoral. Mais non, les gens se trompent. Il y a beaucoup de partis qui ont pignon sur rue, qui n'ont pas de candidats. Il y a des personnalités influentes qui, par leur mot d'ordre, peuvent mobiliser des citoyens. Il y a des leaders d'opinion. Donc beaucoup de gens ont beaucoup de rôles à jouer, y compris M. Kamto. M. Kamto n'est pas propriétaire des cartes électorales des gens qui étaient ses sympathisants. Ces gens-là ont un désir de changement qu'ils avaient focalisé sur sa personne. Et il serait infiniment plus simple s'il donnait un mot d'ordre. Mais même s'il ne le donne pas, ces Camerounais-là doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez que son absence à l'élection présidentielle dilue un peu la pertinence de ce scrutin? Bon, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens que la façon dont il a été disqualifié, juridiquement justifié ou non, vient à la suite d'une perception de persécution qui a existé avant même que le problème ne se pose devant le Conseil électoral. Vous voyez un peu. Donc, si Cabral avait été disqualifié, à tort ou à raison, j'aurais la même position. Vous n'aurez pas dû le persécuter depuis. Mais si quelqu'un qui, entre-temps,
ne rencontrait pas de problème, de difficultés avec Atanganji ou tout ça là. Va là-bas, il y en a qui ont été... Je prends par exemple le cas de Zipan. Zipan a d'abord été accepté, ensuite rejeté. Ça pose aucun problème particulier, vous comprenez. Parce qu'il n'y a pas eu une persécution sur l'individu Zipan. Donc c'est ça. Donc en politique, la perception est souvent importante. On ne peut pas se faire du juridisme avec toutes les questions. Donc, effectivement, ça met un petit goût amer. Et pour moi, la conséquence de ça, c'est que ça peut amener certaines personnes qui sont fanatiquement attachées à la personnalité de Maurice Kamto à vouloir se décourager et se désister. Mais je leur dis, ce serait une grave erreur, et pour lui-même, Maurice Kamto, et pour ces candidats-là, pour ces sympathisants et militants, de refuser de voter. Il faut qu'ils votent pour le changement, parce que Maurice Kamto est venu sur la scène comme quelqu'un qui veut le changement. Donc ce qui est logique, c'est de voter pour le changement, parce que s'abstenir veut dire que vous préférez M. Biya. Vous avez dit tout à l'heure qu'au Cameroun, il est difficile de supposer le poids politique d'un parti d'opposition parce que les indicateurs ne sont pas véritablement probants. Tout à fait. Il faille qu'ils aillent tous ensemble pour espérer du moins renverser le régime RDPC. Sous ce prisme-là, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on met la face sur la personne de Kamto, qui à la réalité est comme il est Zipan qu'on a recalé aussi. On a l'impression que le traitement qui est fait sur Kamto est quand même particulier. On donne l'impression que c'est lui qui peut être le faiseur de roi et uniquement lui. C'est une impression que vous partagez aussi? Non, je pense qu'il ne faut pas le voir de cette manière-là. D'abord, on ne peut pas comparer. C'est les Camerounais qui ont l'impression. Oui, disons qu'il faut affiner un peu l'analyse. Hein. Oui. Il faut affiner l'analyse. D'abord, en disant ceci. Même si les indicateurs ne sont pas pointus, il n'est pas possible de mettre sur la balance Zipan et Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto a une masse de sympathisants qui est significative. C'est-à-dire, elle est significative. Maintenant, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 20%, est-ce que c'est 30%? Personne ne peut le dire avec précision, puisqu'on n'est jamais allé à des élections libres et justes pour pouvoir le mesurer. Mais il est indéniable qu'il porte sur lui et son parti un nombre significatif de sympathisants, disons ça comme ça. Mais de l'autre côté, je ne suis pas de ceux qui pensent que sans lui, il n'y a pas de changement au Cameroun, parce que ça c'est une autre exagération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre. Après tout, on pourrait dire de façon probante la même chose de M. Belot. M. Belot, c'est quand même 7 députés, hein, 506 conseillers municipaux, il gère une région. On pourrait s'asseoir et dire que c'est lui le faiseur de roi ou pas. Mais je suis le premier à vous dire que même si M. Belot décide aujourd'hui de ne pas faire partie de la dynamique unitaire, on peut avec M. Chirouma gagner. Parce que nul n'est véritablement indispensable. Il ne faut pas que quelqu'un s'assoie ici et croit qu'il est indispensable. Moi, je suis contre le messianisme, hein, je ne crois pas en ça. Je crois que c'est le peuple camerounais qui va décider et je crois que c'est une équipe de campagne bien menée qui explique aux Camerounais où se trouve leur intérêt, qui peut les amener à basculer dans un sens ou dans l'autre. Vous menez des entretiens avec tous les hommes politiques influents de l'heure au Cameroun. On suppose que vous avez rencontré aussi le professeur Maurice Kamto. Est-ce que, après votre entretien, vous avez l'impression qu'il fera ce qu'on attend de lui, qu'il donnera ce mot d'ordre, ou ça reste encore vous-même à votre niveau très ambigu? Le groupe de Douala a rencontré le professeur Maurice Kamto avant qu'il soit recalé. Donc, depuis, le Conseil constitutionnel
vous comprendrez que nous lui avons laissé un peu de temps pour reprendre ses esprits, parce que ce n'était pas, non seulement il a été recalé, mais il a été carrément même humilié par le président du Conseil constitutionnel. Donc nous lui donnons un peu de temps pour réfléchir, et nous n'avons aucun doute en ce qui concerne, quand nous nous tenons à ce qu'il nous a dit avant d'aller au Conseil constitutionnel, qu'il va prendre la bonne décision. Moi, je n'ai personnellement aucun doute là-dessus, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a, ces dernières années, a milité pour le changement fondamental, qui va, à la dernière minute, prendre une posture qui pourrait être interprétée comme s'il veut aider M. Biya à gagner les élections. Je ne pense même pas que ses militants lui pardonneraient ça. Donc, mais il faut laisser que les tractations aillent. Il n'y a pas... Je voudrais enlever cette notion de la tête des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Sans lui, rien ne peut se passer. Non, mais il y a tout le monde qui, s'y mettent la main, ça augmente les chances de gagner. Ouais, voilà. Vous avez utilisé un vocabulaire particulier, il a été recalé, il a été humilié, on va ajouter même qu'il a été persécuté lorsqu'on voit. Oui. Vous regardez dans le même carcan. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Quelle est la leçon que les Camerounais doivent retenir, percevoir de ça? Le gouvernement camerounais mène une gouvernance archaïque, tatillonne. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Où les Camerounais peuvent garder espoir quand même à la démocratie et ceux qui aujourd'hui portent l'étendard Cameroun. Quel est le message qu'on peut retenir du sort qu'a subi le professeur Maurice? Je vais d'abord dire que ce sort-là n'est pas unique à lui, quoi. Écoutez, moi j'ai fait 3 ans de prison politique, 5 ans d'exil. Monsieur Chirouma a fait 7 ans de prison. Hein. Il y a plein de gens qui sont arrêtés, qui sont encore en prison aujourd'hui. Ils ne s'appellent pas Maurice Kamto. C'est-à-dire que tout en reconnaissant à chacun sa valeur, je veux que les Camerounais ouvrent leur esprit et se rendent compte que... Non, c'est pas très grave. Non, pas que c'est pas très grave, c'est grave. Oui. Je veux dire que c'est pas unique. Oui. Et parce que quand vous traitez quelque chose d'unique alors que l'affaire n'est pas unique, vous ne comprenez pas tout. Ce régime est répressif par nature. Ce n'est pas que le MRC qui est persécuté en tant que parti politique. Je voulais parler du cas du PCN qui a connu des difficultés tout récemment. Mais ça, je ne parle que de ceux qui ont connu des difficultés il y a les 12 derniers mois. Avant ça, Madame Kawala, comment n'a-t-elle pas été persécutée? Et chaque fois qu'elle a fait des réunions, c'est des arrestations, c'est des bastonnades. Il y a plein de partis politiques. D'ailleurs, vous ne pouvez pratiquement même pas organiser une réunion sous le régime de M. Biya si vous n'êtes pas du RDPC. C'est-à-dire que vous rencontrez des difficultés énormes. Dès le moment où vous êtes dans l'opposition, vous rencontrez ces difficultés. Ça, il faut le savoir. Les dernières exactions du gouvernement contre la démocratie ne doivent pas amener les gens à oublier celles qui ont existé avant. Et quand je le dis, ce n'est pas pour minimiser les difficultés qu'ont les nouveaux opposants. C'est pour dire que si vous voulez tout comprendre, vous devez connaître toute l'histoire. Voilà. Et donc, parce que une des erreurs que j'ai notées, particulièrement chez ceux qui suivent Maurice Kamto, je ne sais pas dire si c'est... Parce qu'ils ne sont pas nécessairement des militants du MRC, mais ils sont des sympathisants du personnage, ont une tendance à faire comme si l'histoire a commencé en 2018. Et cette attitude vis-à-vis de l'histoire les amène à ne pas avoir toujours la compréhension et à prendre des décisions qui sont parfois peu intelligentes. Parce que si tu ne connais pas toute l'histoire, tu ne peux pas prendre une bonne décision aujourd'hui. Voilà. Tu vas prendre certaines décisions qui sont bonnes, mais d'autres vont être questionnables. Voilà. Donc c'est important pour nous tous que nous soyons humbles et que nous soyons coopératifs
que nous minimisions pas une seule voix. Je dis ceci et je le répète. Je vous ai seulement dit qu'il y a des noyaux. C'est-à-dire que même un fruit a un noyau, vous comprenez. Mais si on vous donne, si vous demandez une mangue, on vous donne le noyau du mangue, vous ne saurez quoi en faire, si ce n'est de planter et attendre 3 ans. Mais si vous voulez manger une mangue, vous devez avoir le noyau et toute la chair et la peau qu'il y a autour de machin. Donc on ne minimise personne. Tout le monde a son rôle à jouer et tout le monde doit être humble et sincère dans la lutte. C'est l'union qui fera donc la force. Qui va faire la force. On fera la force dans l'humilité, l'intégrité, la sincérité. La sincérité, exactement. On sort de cette émission. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé qu'on adresse et on n'a pas adressé? C'est l'occasion d'en parler, d'être Camerounais. S'il y a vraiment quelque chose auquel je pense aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais de prendre leurs responsabilités entre leurs mains. Il n'y a pas un messie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le seul messie, c'est le peuple. Le seul sauveur, c'est le peuple lui-même. Un peuple éveillé et engagé. Vous allez à l'élection le 12 octobre 2025. La question que vous devez vous poser, quelle que soit votre profession, que vous soyez un fonctionnaire, un militaire, un membre du RDPC ou même pas du RDPC, posez-vous une question en tant que Camerounais. Est-ce que ce que nous avons vécu les 43 dernières années, on a encore envie de vivre ça pendant 7 ans? Est-ce que si la réponse est oui, qui vient de votre cœur, vous n'avez qu'à voter pour le RDPC. Mais si la réponse est non, ne faites pas l'erreur de rester à la maison. Il faut sortir, aller voter contre le RDPC et de préférence pour un candidat qui est consensuel et qui vous promet la transition. Parce que sans la transition, le Cameroun ne peut pas avancer. Il faut une petite période de nettoyage. Quand une maison a atteint un point de délabrement avancé, vous ne pouvez plus continuer à juste replâtrer le mur, repeindre, mettre des rideaux aux fenêtres. Ça ne tiendra pas. Votre maison va s'écrouler sur vous. Et c'est le risque que le Cameroun court aujourd'hui si nous n'allons pas dans une période de transition refondatrice. On risque de tomber dans le chaos. Comme une vieille maison tombe sur les habitants qui ont été négligents. Nous devons donc refaire la fondation de notre pays pour nous donner un avenir meilleur. Et pour ça, chaque Camerounais doit prendre sa responsabilité et sortir le 12 octobre et aller voter. Merci, Président Kamsameni, d'avoir participé ce soir au soir spécial présidentiel. Je vous remercie de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, on vous remercie d'avoir suivi cette émission ce soir encore. Sur ce, on va vous laisser en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision. On vous dit rendez-vous vendredi prochain avec un autre invité de classe et pas de masse assis sur le fauteuil qu'occupait ce soir l'homme politique, Djekam Tchameni, membre du groupe de Douala. L'émission ce soir était sous la coordination de Christelle Tinem et supervisée par l'honorable François Biba. Au revoir, bonne soirée à tout le monde.